Bonjour Véro, merci d'avoir accepté cette interview. Merci Laetitia de m'avoir invitée pour partager un petit peu ce que je fais. C'est sympa, c'est chouette. Avec plaisir. Du coup, justement, est-ce que tout d'abord, tu peux nous parler de ton parcours? Voilà, qui es-tu? Alors, mon parcours, donc moi je suis née à La Rochelle, j'ai fait des études de tourisme parce que j'avais envie de voyager, j'étais attirée par l'exotisme, les palmiers, la mer, enfin je rêvais beaucoup autour de ce métier-là et quand je l'ai exercé, j'ai été vraiment déçue. Je cherchais un petit peu un contact, j'avais envie de découvrir la culture de l'autre et en fait le tourisme c'est très superficiel. Donc j'ai fini par démissionner. Après, je me suis reconvertie dans le social. Je me suis dit, bah, tiens, peut-être que je vais découvrir l'autre, parce qu'il y a beaucoup de curiosité en moi, l'envie de partager, de voir ce que vit l'autre. Et donc, je me suis convertie dans le social et, et j'ai travaillé 10 ans à peu près dans le social. Bon, j'aime bien changer de métier. Une fois que j'ai découvert quelque chose, il faut que je change. Donc après, enfin après non, pendant que j'étais travailleur social, j'ai été confrontée à des phénomènes de violence. Et les études que j'avais faites me préparaient pas du tout à ça. Donc du coup, quand j'ai vu que la Fondation de Corse ou Mani proposait des formations en régulation non violente des conflits, j'ai fait cette formation. Et puis j'ai démissionné du social. Et puis voilà. Donc, là, je suis en train de faire un nouveau métier qui a rien à voir avec la formation d'ailleurs. D'accord, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis en train d'acheter un lieu qui est dans le Berry, pas loin de Vierzon. Et donc c'est une grande demeure. Donc j'étais avec mon compagnon, on cherchait une petite propriété pour faire chambre d'hôte. Et puis moi je voulais en plus une salle de formation pour justement m'amuser à faire deux, trois formations en RNVC, en régulation non violente des conflits, pour, comme je suis sophrologue aussi, faire des petits ateliers, des petits séminaires bien-être. Et du coup, on cherchait une bâtisse qui puisse faire tout ça. Et quand on a découvert cette maison à côté de Vierzon, on a eu un coup de foudre. Et voilà. Et donc, j'organise, donc on fait du Airbnb, on fait aussi, on loue pour des mariages, on loue pour des séminaires. Donc, je me suis formée à ce métier-là. D'accord. Mais donc, tu t'es aussi, comme tu disais juste avant, tu es aussi sophrologue, tu as été aussi formée à la sophrologie. Il y a d'autres choses aussi au niveau du bien-être auxquelles tu as été formée, il me semble, non? Ah, j'ai fait du tai chi aussi. Du tai chi. 12 ans de tai chi, ouais. Je me rappelle qu'encore, tu avais animé un atelier d'éveil corporel. Oui, 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 oui. Et j'avais fait un petit peu de mouvement de massage taoïste. Et Hmm. puis, ouais, c'est un tai chi. Alors, il y a plusieurs écoles de tai chi. Donc, moi, j'ai été formée avec Jean-François Billet, qui est l'élève de Maître Chou, qui vit en Sardaigne, pas loin de où tu es. Voilà, donc c'est ce tai chi-là que j'ai pratiqué. D'accord. Et donc au niveau du lieu donc, que tu es en train d'acheter, donc il se nomme le Clos Saint-Aignan, c'est ça? Tu peux nous en parler? Le Donc Clos Saint-Aignan. tu disais qu'on pouvait y organiser des séminaires, etc. Tu peux nous en parler un peu plus de ce lieu, nous dire comment les dispositions, etc. Alors, au début, donc on est à Briné, à 10 minutes de Vierzon, c'est à côté de Quincy, pour ceux qui connaissent le vin de Quincy. Et donc au début, on l'avait appelé domaine de Briné. Et puis, il y a un domaine viticole qui a ce nom-là. Donc on s'est dit, bah tiens, comme on est en face de l'église Saint-Aignan, ce serait bien qu'il y ait un clin d'œil avec Saint-Aignan. Puis notre voisin qui habite dans l'ancien presbytère, qui est à côté de l'église, il me dit, mais pourquoi pas le clos Saint-Aignan, puisque tout le jardin est clos, enfin tout le domaine est clos. Donc on est parti sur Clos Saint-Aignan, on regarde sur internet, on se dit super, personne s'appelle comme ça, sauf qu'on a mal recherché parce qu'il y a un deuxième Clos Saint-Aignan qui est du côté d'Angoulême. Ah, d'accord. Donc bon, alors là on ne sait pas trop comment on va faire, on n'a pas envie de rechanger de nom tous les 6 mois. Donc bon, pour l'instant ça s'appelle Clos Saint-Aignan. Donc on a 1200 mètres carrés de bâtiment. Donc il y a la maison de maître qui fait 400 mètres carrés avec 3 chambres d'hôtes. Justement là je suis dans l'étage, je ne sais pas si vous pouvez voir, je suis dans l'étage qui est privatisé pour les groupes. Ouais. Enfin, bon.
Ouais. Il y a 2 chambres d'hôtes à l'étage inférieur et j'ai un petit gîte d'une capacité de 10 personnes avec une cheminée. Donc l'hiver, c'est assez sympa. Et un grand gîte avec une piscine intérieure, avec un dortoir qui va jusqu'à 15 personnes. Et une salle de formation et une salle de 80 mètres carrés avec un écran de projection. C'est la salle de cinéma des anciens propriétaires. Il y a 6000 mètres carrés, 2 hectares le long du Cher. Dans l'église, il y a des thérapeutes qui des fois vont faire du chant sacré dans l'église. Il y a le chemin de halage qui est à 3 minutes à pied. Il y a le Cher, donc la rivière qui passe, enfin, qui est le long du chemin de halage, bien sûr. Ce qui fait que c'est assez sympa. Il y a un gros potentiel. Et c'est un lieu d'exception. Il y a une piscine extérieure, une piscine intérieure. C'est magnifique. Enfin, nous, on est venu te rendre visite cet été. C'était vraiment un lieu qui est très ressourçant et qui est vraiment que je recommande vivement. On a vraiment passé un moment très relaxant. Et donc, oui, c'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait 2 piscines. Moi, comme j'adore les piscines, du coup, je me suis permise de le souligner. Parce qu'elles sont très grandes et en plus, elles sont vraiment, elles sont chauffées, la piscine intérieure est chauffée, extérieure aussi. Et c'est vraiment un cadre idyllique en pleine campagne. Et donc, comme tu disais, tu loues ça pour des séminaires, des mariages, des conférences, pour des chambres d'hôtes. Enfin voilà, on peut y faire un peu l'emploi qu'on y souhaite, qu'on y veut. Ah oui, du coup, je suis sur Instagram, Clos Saint-Aignan tout en attaché, et sur Facebook, Clos Saint-Aignan. Donc, on peut voir des photos de ce lieu. Ouais. Ouais. Je mettrai les liens des pages sous les vidéos pour que les personnes puissent y accéder. Et c'est vrai que là, j'ai fait 2 séminaires d'entreprise. Je devais faire une team building ce week-end, mais qui a été annulée à cause du Covid. Ouais. Avec le Covid, c'est pas évident en ce moment. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de communication non violente parce que donc comme tu disais, tu as été formée à la communication non violente. Alors, j'utilise la communication non violente, mais donc en sigle, c'est RNVC, Régulation non violente des conflits, qui est des formations qui sont proposées par l'IFMAN, l'Institut de formation et de recherche pour une alternative non violente, qui est une branche du MAN, pour ceux qui connaissent, qui est Mouvement pour une alternative non violente. Donc, c'est une branche de la CNV. Donc, nous, on n'est pas agréé CNV. Alors, en général, je dis CNV parce qu'en général, c'est plus facile à comprendre. La RNVC, nous, on utilise bien sûr la CNV, communication non violente, mais on va aussi explorer les causes du conflit, on va étudier l'agressivité, on va voir comment gérer l'instant de crise, comment vivre l'instant de crise, comment revenir dessus. On va voir aussi voilà, tout ce qui est autour de l'agressivité, de la violence, du conflit, et justement comment mieux communiquer, comment mieux écouter. Et ça, après, on reprend la CNV, mais on n'utilise pas le mot CNV parce qu'on n'a pas l'agrément. C'est déposé par Marshall Rosenberg. D'accord, c'est bon à savoir parce que c'est vrai qu'on peut facilement confondre, même si c'est un peu la même famille d'emplois, on va dire. Et donc oui, vous apprenez aussi à désamorcer les conflits, c'est ça, hein, Oui, et puis c'est une formation qui est active, c'est-à-dire qu'on met les stagiaires en situation systématiquement. Et souvent, on commence par une mise en situation. Après, on revient sur comment le stagiaire a vécu l'exercice. Et après, on apporte le cadre théorique. Ce qui fait que, moi, j'ai été bluffée par ce style de formation parce qu'on n'a pas besoin d'apprendre. En fait, le fait de vivre l'exercice sans savoir trop pourquoi et d'avoir l'éclairage après, ça fait qu'on intègre directement. Et maintenant, moi, malheureusement, je ne peux plus faire de formation s'il n'y a pas une partie active. Écouter des gens parler de quelque chose, c'est bien, mais il faut le vivre. Ouais, et vous le faites sous forme de mise en situation comme tu... Ouais, tout le temps. Des exercices, des mises en situation systématiquement. Et après, l'apport théorique. D'accord. Donc, en gros, qu'est-ce que quand tu pratiques la gestion de conflit,
Régulation non violente des conflits. Mais on va dire régulation des conflits si tu veux. La régulation non violente des conflits. Donc, en général, tu proposes des conférences, des formations, des mises en situation, des ateliers pour que les gens puissent expérimenter en situation reproduire certaines situations. Et au quotidien, comment on peut. Est-ce qu'au quotidien, est-ce que ça t'arrive, par exemple, en dehors des formations, des conférences, de l'appliquer au quotidien ou même avec des amis, de leur en parler, etc., machin, de partager Oui, oui, oui. Alors, pas toujours parce qu'il faut vraiment que je sois disponible pour ça. Mais justement, j'ai appris. Alors, oui, je pense que j'ai appris à pratiquer ça suite à cette formation, c'est être congruente. C'est-à-dire que si je sens pas quelque chose, bah, je vais pas mentir, je vais pas faire semblant. Si par exemple j'ai une personne qui me demande de l'écouter et que je sens qu'au fond de moi je suis pas disponible parce que soit le cadre horaire le permet pas, soit je suis moi-même débordée par mes émotions, bah, je vais poser des mots et je vais dire bah non là, enfin, pour moi c'est pas possible et j'ai envie de t'écouter vraiment et là je suis pas disposée à donc alors qu'avant je faisais semblant, voilà j'étais là, je faisais oui oui mais c'était pas une vraie écoute. Donc ça c'est quelque chose que je fais plus et que j'ai Justement, j'allais appris te à faire. demander qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, justement, le fait de découvrir cette forme de communication. Alors, ça m'a appris à être à l'écoute de mes émotions, être à l'écoute de ce que je vis systématiquement. Et ça m'a appris aussi à prendre soin de moi. C'est-à-dire que si je ne suis pas d'accord ou si quelque chose je ne sens pas, bah, je ne vais pas y aller ou je vais mettre des mots. Donc ça, c'est beaucoup plus confortable. Ça m'a appris à écouter l'autre sans... Alors je sens encore il y a au fond de moi, quand j'écoute quelqu'un, l'envie de trouver des solutions, l'envie de répondre. Mais justement, en CNV et en RNVC, on enlève ça. C'est vraiment être à l'écoute de ce que vit la personne plutôt que d'être à l'écoute de ce qu'elle raconte. C'est comment elle vit la chose. Et quand on pratique cette écoute-là, en général, la personne, elle va trouver d'elle-même ses réponses. Donc en fait, on lui permet de se connecter à son vécu et de faire remonter quelque chose qui fait qu'elle va trouver la solution adéquate pour elle. D'accord. Merci. Donc, j'ai écrit qu'est-ce que la communication non violente, mais du coup, comme c'est la gestion de conflit, Non, mais je peux parler de la CNV. Hein, donc en fait, la CNV telle qu'on la connaît, elle a été définie par Marshall Rosenberg, qui est mort il y a quoi? Il y a 5 ou 6 ans. Et c'était terrible pour moi parce que personne n'en a parlé. Alors que pour moi, c'est vraiment, enfin, c'est un grand monsieur, c'est un grand personnage qui est très drôle. Et lui, c'est un élève de Carl Rogers qui a fondé les bases de l'écoute et de l'empathie. Et Marshall Rosenberg, qui était un étudiant du cours en miracle. Je ne sais pas si tu connais. oui, C'est un livre. Tu l'as aussi. Et ben Marshall était un étudiant du cours, donc il confie que c'est un étudiant du cours dans son livre Vivre en paix dans un monde en conflit. Et dans certaines grandes phrases que Marshall emploie en CNV, comme est-ce que tu préfères être heureux ou avoir raison, c'est quelque chose qu'on trouve dans le cours en miracle. Enfin bref. Donc la CNV, en fait, il y a un protocole qui est très simple. Donc on le résume en OSBD. Le O, c'est l'observation. Donc ça aussi, en communication, moi j'ai changé ma façon de parler quand j'ai appris à observer. Observer, en fait, c'est dire les choses factuellement. Par exemple, enfin voilà, quand ma belle-fille laisse traîner ses affaires, ça va être, bah voilà, quand je vois ta chaussette qui traîne dans le salon, et c'est pas, c'est le bazar, tu mets le bazar. Donc c'est vraiment du factuel. On va décrire, comme une enquête de police, on décrit les faits. Parce qu'en général, quand on parle de quelque chose, on va mélanger notre interprétation, notre émotionnel. on décrit les faits sans accuser l'autre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est l'observation. Le S, c'est le sentiment. C'est qu'est-ce que ça me fait à moi. Donc pour l'exemple des chaussettes, c'est voilà, quand je vois ta chaussette traîner dans le salon, ça m'agace. Et après, il y a le besoin. C'est quel besoin on a besoin. Donc, quel besoin on a besoin. Donc voilà, quand je vois ta chaussette traîner, je suis pas bien, ça m'agace, j'ai besoin d'ordre et d'harmonie. Et après, on peut faire une demande, le D de demande, est-ce que tu peux prendre cette chaussette et la ranger ou la mettre au sale aujourd'hui.
Parce que dans la demande, on demande quelque chose, une demande claire. Parce que si je lui dis range-moi ce bazar, bah ouais, mais pour elle, ranger le bazar, ça va peut-être être de déplacer la chaussette, puis de la mettre sous. Enfin, je sais pas, de la déplacer. Ça va être rangé, mais non, c'est pas la demande. Et la demande, elle doit être mise dans le temps, parce que oui, bah, je vais ranger dans 15 jours. Bah, non. Donc, voilà, la demande, elle est claire, elle est réalisable. Oui, et puis en plus, c'est pas, comme tu dis, c'est pas, tu portes pas une accusation, c'est voilà, il y a ça qui me gêne parce que ça me fait ça et j'ai un besoin de ça, donc s'il te plaît, machin. Et c'est pas tu fous le bordel, machin, on n'est pas dans l'accusation et dans le reproche. Ouais. Bah, ceci dit, je suis pas toujours comme ça. Hein. Des fois, je peux me mettre en colère en me disant j'en ai marre de ce bazar. Hein. Ça m'arrive aussi. On est humain. Hein. Oui, c'est ça, complètement. Et donc, du coup, Et, oui, pardon. mais en fait, donc j'ai rencontré pas mal de personnes qui justement ont eu très envie de pratiquer l'OSBD, mais du coup, de la façon où ils parlaient, ça fait pas très naturel et c'est pas un langage. Ce qui est important de voir, c'est que c'est surtout ce qui permet de décoder notre état et que des fois, par exemple, si je vois la chaussette et que je vais déjà demander de ranger 2-3 trucs, je vais être en contact, je vais faire mon OSBD pour moi et je vais me dire, bah non, là, cette fois, je le garde pour moi, je prends soin de mon émotion et puis j'en reste là. Pourquoi? Mais parce que si on parle, moi, je vais donner un autre exemple caricatural, c'est donc l'OSBD de façon utilisée à tort et à travers, ça va être du style, par exemple, on est à table, c'est je trouve que les pâtes manquent de sel, il n'y a que 2 grammes de sel et c'est pas assez. Donc moi je suis déçue, j'aurais besoin que la cuisine soit, j'aurais besoin d'éprouver plus de plaisir. Peux-tu s'il te plaît me passer la salière? Donc Ouais, voilà, c'est pas utilisé tout le temps. ça ne peut pas être applicable à toutes les situations. Voilà. Et puis ça va marcher 2-3 fois, par exemple avec les enfants, puis après ça va les saouler. Donc comment faire pour pas que... mais c'est à réinventer tout le temps. En fait, il n'y a pas de baguette magique. Et c'est surtout valable pour soi et pour prendre la température de où on en est, nous. Et si l'autre personne pratique pas la CNV, bah ouais, ça peut être frustrant. Et du coup, ça va nous aider, nous, à mesurer notre température et à prendre soin de nous. Mais ça ne marche pas tous les coups. Si on pratique la CNV, mais qu'on est face à des personnes qui ne pratiquent pas la CNV, il y a je vais dire, pas risque de conflit, mais il y a risque d'incompréhension quand même. Alors, comme tu dis que ça peut être frustrant, du coup, ouais, en fait, c'est que j'ai rencontré des personnes et j'ai eu des collègues qui avaient tellement envie de communiquer, de partager cet outil-là, qu'ils en ont abusé et qu'en fait, ça a dégoûté la personne en face qui trouvait que c'était... ça a eu l'effet inverse, en fait. Je trouvais que c'était peut-être trop machinal et que c'était pas assez naturel. Ouais, et que c'était... du coup, ils le recevaient comme quelque chose justement de machinal et de pas vivant, alors qu'au contraire, c'est se baser sur ce qui est vivant en l'autre. Et moi, je préfère, parce que quand on parle de ce qu'est la CNV, souvent on parle de l'OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Mais aujourd'hui, pour moi, la CNV, c'est surtout, je le résumerai et Marshall le dit très bien, c'est prendre soin de la relation. Simplement, prendre soin de la relation. Et pour moi, ça se résume en ça. D'accord. Et du coup, comment on peut prendre soin de la relation? En le voulant sincèrement. Il y a vraiment, parce qu'après, il y a des tas de techniques qui existent et en stage, on les propose, mais toutes les techniques, si on n'a pas cette envie, si on n'a pas cet élan, si on n'a pas cette ouverture du cœur, toutes les techniques, ils ne feront pas. Après, il y a des tas de vidéos qui existent sur YouTube de Marshall Rosenberg, il y a Isabelle Padovani aussi, il y a des tas de gens et Thomas Dasenbourg pour le monde francophone qui donnent des tas de clés. Et il y a des tas de formations aussi qui tournent un petit peu partout en France. D'accord. Tu as aussi Jacques Salomé qui a écrit pas mal de livres, donc pas forcément sur la communication non violente, mais qui parle beaucoup de la communication dans la relation. Oui, tout à fait.
Moi, je sais que j'avais lu un de ses livres il y a quelques années qui s'appelle Si je m'écoutais, je m'entendrais. Dedans, il parle vraiment de comment bien communiquer. Enfin, moi, c'est le souvenir que j'ai en tout cas qui donne beaucoup de clés aussi pour communiquer dans ce livre. Oui, oui, oui. Et moi, souvent, je lis en formation un texte de Jacques Salomé sur l'écoute. Donc là, je ne l'ai pas, mais il a fait un très, très beau texte sur l'écoute que j'utilise à chaque fois. Oui, il a bien résumé ce qu'était l'écoute et ce qu'est la communication et les enjeux de la communication aussi. Alors, et les travers de la communication. Et bon, il parle beaucoup aussi de la relation. Il symbolise avec une écharpe la relation pour que les gens puissent avoir une idée symbolique de comment en prendre soin, comment l'aborder. Oui, et il y a un exemple qui est très parlant aussi. Des fois, donc les gens qui parlent de la communication définie par Jacques Salomé, ils prennent une épée et ils tendent l'épée à l'autre. Et spontanément, en formation, la personne prend l'épée. Et là-dessus, voilà, en communication, c'est pareil. Quelqu'un t'envoie des choses douloureuses. Tu n'es pas obligé de les prendre. Ça lui appartient. C'est à lui, c'est son épée, c'est son arme. Et nous, on n'est pas obligé de tout recevoir non plus. Qu'est-ce qui t'a amené j'ai du mal avec Régulation non violente des conflits. Avec la régulation non violente des conflits, pardon. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça et pas vers vers d'autres choses aussi, mais qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Parce que je sais qu'on en a parlé à plusieurs reprises, etc. Et donc, du coup, je sais que c'est un domaine qui t'a pas mal attiré. Donc, qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Alors, c'est l'époque où j'étais travailleur social. Pardon, ma connexion n'est pas bonne. Tu m'entends? Oui, je t'entends, je te vois. C'est bon. Donc, j'ai travaillé dans une épicerie solidaire dans le social à Bourges. Et en fait, l'aide alimentaire, c'est vraiment un vecteur de violence puisqu'on est dans quelque chose de vital. Manger, c'est vital. Si on ne mange pas, il peut y avoir une mise en danger directe. Donc, il y a vraiment un phénomène de peur, un phénomène de violence. Et les gens qui venaient à l'aide alimentaire étaient souvent dans cette position de violence. Donc moi, je faisais tant bien que mal. Donc bien sûr, en tant que travailleur social, à l'école, on nous a appris qu'on allait être face à la violence. Ils ont donné 2-3 techniques, mais qui sur place ne marchaient pas, avec lesquelles j'étais pas forcément à l'aise. Et je me sentais démunie par rapport à la violence. Et je sentais que l'équipe que je dirigeais était elle aussi... recevait des tas de violences, ne savait pas répondre. Et moi, je savais pas faire, j'étais vraiment démunie. Et donc, à cette époque-là, je suivais ce que faisait la Fondation de Corse, Oumani, et je vois qu'ils proposent des formations en régulation non violente des conflits. Je me dis, mais voilà, je regarde le détail de la formation, je vois qu'ils travaillent sur la violence, sur l'agressivité, sur comment sortir de l'affrontement, comment sortir de l'instant de crise. Et pour moi, c'était exactement ce que j'avais besoin. Donc, je suis partie faire cette formation et il se trouve que quand j'étais dans cette formation-là, les 98% des stagiaires voulaient faire la formation de formateur pour exercer en Corse. Et du coup, il y a eu une belle synergie pendant cette formation et l'équipe m'a dit, tiens, mais faut que tu continues, que tu deviennes formatrice, c'est ton truc, tu as vraiment beaucoup de potentiel et gâche pas ce potentiel, continue avec nous. Et moi, je ne voulais pas du tout devenir formatrice. Moi, c'était vraiment trouver des solutions pour continuer mon petit métier de travailleur social. Et finalement, je me suis retrouvée formatrice. Et du coup, je ne regrette pas parce que maintenant, j'ai le lieu pour faire de la formation. D'ailleurs, tu as des formations de prévues pour le moment ou avec le Covid Non. Puis, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Le lieu m'a pris à 100%. Du coup, j'ai pas eu le temps, mais j'envisage avec une collègue formatrice de faire une formation autour de l'agressivité pour les experts judiciaires. Ah, d'accord, super. Alors, quel enseignement as-tu tiré de ces expériences en RNBC, en régulation des conflits. En régulation des conflits. Quels sont les enseignements que tu as tirés par rapport aux formations que tu as faites, aux expériences que tu as faites, au partage que tu as vécu, au partage que tu as eu lors des ateliers, des formations, etc.
qu'est-ce que ça a changé en fait dans ta vie, dans ta façon de communiquer, En fait, je pense que ça a permis. Donc, je pense que le terreau de l'écoute était présent chez moi, mais j'écoutais pas vraiment. Il manquait l'empathie, enfin, il manquait des tas, puis quelques techniques aussi. Enfin, il manquait quelques petits trucs, mais le terreau était là. Et du coup, ça m'a permis une vraie écoute. Et ça a été quelque chose de vraiment nouveau pour moi parce que je pensais écouter. Et en fait, non. Non, non, non. Comment tu t'es rendu compte que tu n'écoutais pas vraiment? Parce que quand j'écoutais ce que disait la personne, et puis je partais dans l'interprétation, je partais dans une projection, et il y avait le côté sauveur en moi d'apporter une réponse, qui est une déformation de travailleur social, parce que moi, on m'a appris à toujours apporter des réponses et jamais laisser la personne partir sans réponse. Et là, c'était laisser le temps à la personne de vivre ce qu'elle vit pour que la réponse émerge d'elle-même. Et du coup, c'est... moi qui vais très vite, des fois, je sens la réponse, je la vois, ou je crois la voir, et j'ai envie de lui donner, et non, c'est pas ça. Et des fois, je pensais aussi qu'écouter, c'était être là physiquement, ne pas parler. Et moi, des fois, j'écoutais pas. J'étais en train de penser à ce que j'allais mettre comme habit de bain, à ce que j'allais faire, à ce que j'allais cuisiner. Et j'ai appris que non, c'est vraiment se brancher à ce que vit la personne et être 100% disponible pour la personne tout en étant à l'écoute de ce qui se vit en nous. Mais tout à fait. C'est un peu ce qu'on fait en coaching où on dit bien aux clients qu'on ne va pas leur donner des solutions et quand justement les outils qu'on va utiliser vont les accompagner pour qu'ils trouvent eux-mêmes les solutions. Ça ressemble un peu à ça. Et dans quel cas appliquer la communication non violente? Enfin, pardon. Dans quel cas appliquer la régulation des Oui, idées? c'est pareil, t'inquiète. Tu peux dire CNV, hein, ça marche aussi. En fait, dans tous les cas, ça marche dans tous les cas et tout le temps. Moi, je dirais même pratiquer au maximum de ce qu'on peut. Et je vais répondre à ta question de façon négative. C'est dans quel cas ne pas l'appliquer? C'est quand on ne le sent pas, quand on n'est pas disponible, quand on sent que voilà, on n'est pas dispo pour prendre soin de la relation, tant pis. Et à ce moment-là, on va prendre soin de la relation avec nous, si on peut, plus tard. Mais ouais. Est-ce qu'on Moi, j'ai envie de dire ça. est-ce qu'on peut prendre soin de nous et de la relation en même temps? Est-ce que prendre soin de la relation, c'est automatiquement prendre soin de nous ou parfois prendre soin de la relation, est-ce que c'est automatiquement prendre soin de nous en même temps qu'on prend la relation ou parfois utiliser ça, c'est pas suffisant pour pouvoir écouter ses propres besoins? Je sais pas si Ouais, je suis pas sûre de tout, d'avoir bien saisi. En fait, comme tu disais, parfois, dans quel cas ne pas l'appliquer, tu disais parfois, on prend soin de la relation, mais parfois, on a juste besoin de prendre soin de nous, en fait. Tu disais quelque chose comme ça, il me semble. Et du coup, Oui. Donc, mais est-ce que quand on prend soin de la relation, on prend automatiquement soin de nous ou parfois non, justement, parce qu'on est focalisé sur prendre soin de la relation Alors, je vais essayer de répondre. Donc, quand on prend soin de la relation, forcément, on prend soin de nous parce qu'il y a une interaction. La relation, c'est... il y a une échange, il y a une osmose, ça communique. Mais parfois, on se rend compte qu'on n'est pas disponible pour interagir avec l'autre et que plutôt que d'envenimer ou d'envoyer bouler l'autre parce que nous, on n'est pas disponible, ça va être de se dire, voilà, je ne suis pas en capacité de rentrer en relation, donc je vais me mettre à part, je vais me mettre de côté. Et quelque part, de prendre soin de soi en se coupant de la relation, c'est prendre soin de la relation puisqu'on évite d'envenimer ou d'envoyer bouler la personne, de dire des choses qu'on aurait regrettées. Il y a juste des moments où, moi je le vis très fort, des fois j'ai envie d'être seule, j'ai vraiment besoin d'être seule et quand l'autre il vient m'envahir dans ces moments où j'ai besoin d'être avec moi, ça m'agresse. Donc prendre soin de la relation, pour moi ça va de dire non, là j'ai besoin d'être avec moi. donc, quand on sent qu'on ne peut pas appliquer dans la communication la régulation du conflit,
on prend un temps pour soi, et on se met on va dans un coin seul, on va dire, on va prendre l'air ou autre, pour déjà être avec soi-même, retrouver son calme et gérer cette situation et la vivre, ou la vivre tout simplement. Et après, si on est sans disposer, utiliser ou pas Oui, bah, c'est ce que je disais en premier, c'est toujours être à l'écoute de ses sentiments et de ce qu'on vit et de prendre soin de soi. Mm. Oui, parce que on peut rencontrer ce genre de situation on peut rencontrer des situations de conflit un peu dans tous les domaines, quoi, dans le couple, dans l'amitié, au travail, au supermarché, à la poste. C'est vrai qu'il faut s'adapter d'une certaine manière à toute cette situation-là. Euh, Comment mieux communiquer au quotidien? Alors, bah, déjà, toujours en un, voir comment nous on est. Et puis, la communication, ça se cadre, c'est poser un cadre aussi, être en capacité de garantir le cadre. Communiquer, c'est vaste comme sujet. Mais il y a vraiment la notion du cadre aussi. Enfin, quand on fait un peu de CNV ou de RNVC, des fois on a l'impression qu'on est peut-être un peu bisounours, mais pas du tout. Il y a un cadre à poser. Et c'est à nous d'être garant du cadre. Et c'est à nous quand il y a un nom, on sent un nom monter, bah c'est un nom. Et de le poser et d'être ferme dessus. Donc, bien communiquer, c'est ça aussi, c'est être en capacité de poser un cadre clair, un cadre ferme. Et le cadre, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, c'est être en capacité de poser des règles. Parce que si ça part dans tous les sens, ça va partir en cacahuète. Donc, justement, en CNV, la notion du cadre, et en RNVC, la notion du cadre est vraiment importante. Et des fois, on intervient dans des entreprises, beaucoup dans le social d'ailleurs, parce que il y a un cadre qui est flou, du coup, ça crée de la violence, ça crée des conflits, et des fois, revenir au cadre, reposer le cadre, regarder s'il y a revoir la règle aussi, poser des règles qui soient viables, qui soient utiles, de façon à ce qu'elles puissent être respectées. Enfin, il y a toute cette notion de cadre et du règle qui est important, et de la sanction aussi, parce que si une règle est transgressée et qu'on fait rien derrière, ça va être générateur de violence, d'impuissance, de conflit, d'agressivité. Donc on va chercher, on va travailler en CNV, en RNVC, surtout la notion du cadre, de la règle et de la sanction. Donc la sanction, ça va pas être... nous, on fait une différence à l'IFMAN entre punition et sanction. La sanction, pour nous, c'est quelque chose qui a du sens. Les Canadiens, ils disent la conséquence. C'est-à-dire, si une règle a été transgressée, il y a eu des conséquences, et ces conséquences, on va aller déjà écouter comment la personne qui a reçu l'acte de transgression, voir ce que ça lui a fait. Et puis, on va regarder si on peut réparer, on va regarder comment réparer. Et il faut qu'il y ait du sens. Et quand on parle de sanctions, il y a l'idée aussi après de justement rétablir la relation. Et on va prendre soin autant de la personne qui est victime, entre guillemets, de la personne qui a reçu l'acte, que celui qui a émis l'acte. Parce que l'auteur de l'acte, il peut l'avoir fait sans penser à mal. C'est rare les personnes qui agissent dans un but de méchanceté pure. Donc on va prendre soin aussi de l'auteur de l'acte, et on va essayer de réconcilier l'auteur et celui qui a reçu l'acte. Ça, c'est important aussi pour recréer de l'harmonie. Et on va s'intéresser aussi au garant du cadre. Par exemple, si c'est dans une institution, le garant du cadre, il n'a pas réussi à faire maintenir le cadre, et du coup, il ne va pas être bien. Donc, on va réunir toutes ces personnes. Et si c'est dans une relation personnelle, que ce soit où on a beaucoup d'affects et d'émotions qui sont mis en jeu, comment on pose le cadre avant que ça arrive? Comment on peut poser le cadre en fait? Ça se définit à deux. Par exemple, si on sent que l'autre il fait des choses qui nous titillent, là pour le coup on peut utiliser l'OSBD, c'est quand tu as dit cette phrase, moi ça m'a blessée, est-ce que c'était ton intention? Et puis
Enfin voilà, déjà commencer à mettre des mots et puis voir s'il y a un cadre ou une règle qui peut s'appliquer. Par exemple, dans mon ancien métier, enfin, quand j'étais travailleur social, je vivais avec mon directeur, on travaillait ensemble, on vivait ensemble, et en fait, nous, on a posé une règle de quand on rentre à la maison, on ne parle plus du travail. Donc ça, c'est une règle qu'on a posée à deux. Donc après, ça se discute, mais en général, dans un couple, ce qui est difficile, c'est qu'on est... Enfin, c'est difficile d'être jugé parti. Donc, si on n'arrive pas, si on est trop dépassé émotionnellement, on peut se faire aider d'une tierce personne. Par un Aussi. thérapeute ou... Pas forcément. Pas forcément. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de confiance, ça peut être un thérapeute, peu importe. Mais déjà commencer à mettre en mots, ce qui se vit en nous, puis après voir si on pose des règles derrière. D'accord. Je sais pas si ça parle. Oui, ça parle. Parce que simplement, ouais, quand tu me disais mettre le cadre et tout, je me disais, bon, tiens, dans une situation où c'est plus personnel, comment dire avec la personne, poser ce cadre-là de, de, de communication, en fait. Dire, par exemple, quand tu es, si quelque chose te dérange, de m'exprimer tout d'abord tes besoins sans m'accuser, etc. C'est ça, en fait, poser le cadre. Enfin, je voulais avoir des précisions dessus pour en illustrant par un exemple. Et donc, excuse-moi, est-ce que tu as des outils à partager, des petits conseils, des astuces? Parce qu'on est, même là, en fait, bon, la communication, elle est partout, hein, que ce soit dans tous les milieux, dans tous les cadres, sur tous les supports, que ce soit même dans les réseaux sociaux. Donc, est-ce que tu as Oui. des astuces, des conseils, des outils à partager? Alors, je regarde. C'est difficile parce que la CNV, ça se fait pas. Enfin, c'est vrai que dans beaucoup de réseaux, c'est étape 1, étape 2, étape 3, il faut faire ça, ça. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est quelque chose qui se pratique tous les jours. Je ne vais pas vendre des formations, mais idéalement, c'est d'aller en formation. Et sinon, qu'est-ce que ça peut être? Peut-être de parler dans du factuel. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un va parler fort, il va dire ouais, arrête de me hurler dessus, de me crier dessus. Mais crier, c'est pas, pour la personne, ça va pas être crié. Donc, ça, c'est pas un bon exemple parce qu'on peut pas dire comme tu me parles à tant de décibels. Mais essayer d'aller au maximum dans du factuel. Par exemple, quand tu as bougé là. demander des précisions, je le vois, je l'ai vu beaucoup, et c'est quelque chose que je faisais aussi. Les gens, quand ils parlent, ils sont dans la généralité. Par exemple, ça va être oui, il a dit que si, que ça. Non, mais attends, c'est qui il? Et des fois, aller vérifier auprès de la personne, est-ce que tu as vraiment dit ça? Mais pas prendre pour argent comptant tout ce qui se dit. Donc, aller au maximum vers du factuel. Je ne sais pas si ça passe, c'est pas une vraie... Je ne sais pas si c'est un bon outil. Et il y a un autre outil qui est très bien aussi, c'est de parler en je. Et non pas tu dis que, le tu qui tue du Jacques Salomé. C'est vraiment, et le on général, revenir à je. Voilà ce que moi, quand tu dis ça, voilà ce que moi je ressens. Prendre responsabilité de ce qu'on vit nous et arrêter d'impliquer l'autre. Et voilà, et devenir responsable aussi de ce qu'on vit parce que l'autre, il va être le déclencheur d'une de nos émotions, mais l'émotion, c'est la nôtre, elle nous appartient. Donc, être responsable de ce qui se vit en nous. Et prendre responsabilité de ce qui se vit sans impliquer l'autre. Déjà, de prendre conscience qu'on est responsable de ce qui se passe en nous, et puis quand on le partage à l'autre, comme tu dis, ne pas dire tu me fais vivre ça, mais je vis ça quand je reçois ça, etc. Ouais. Et je peux donner un exemple peut-être qui sera plus clair. Quand j'ai quitté la Corse pour revenir dans le Berry, donc on cherchait avec mon compagnon une maison. Et quand j'étais en Corse, il a commencé à acheter une maison. Et je lui ai dit, bon, ok, pourquoi pas. Puis quand j'ai visité cette maison, je la trouvais, mais j'étais pas bien dedans. Je la trouvais hideuse, c'était horrible pour moi. Et du coup, je suis rentrée le soir, j'étais pas bien.
Et du coup, j'ai pris des crayons, enfin, j'ai dessiné mon émotion, j'ai sauté, enfin, j'ai fait bouger mon corps, enfin, j'ai essayé d'exprimer au maximum cette émotion qui était la mienne. Et le soir, quand il est rentré, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Parce que j'étais encore enfin, j'étais agitée. Et je lui dis « Écoute, là, la maison qu'on a visitée, elle ne me plaît pas du tout. Donc, tu y es pour rien, tu as cru bien faire, tu as acheté une maison, tu as voulu gagner du temps. Alors moi, ça ne me va pas du tout. » Donc, je lui dis « Là, il faut me laisser un peu tranquille parce que je digère mon émotion, enfin, je l'exprime. Mais tu vois, je ne l'ai pas impliqué dans oui, mais t'as acheté un truc, j'étais pas là, t'aurais pu décider, j'aurais pu l'accuser. Mais c'est juste que ça partait d'un bon sentiment, mais il m'a pas concerté. Et du coup, enfin, moi, ça m'allait pas du tout. Mais enfin voilà, c'est peut-être que ça parle mieux. Et quand je faisais mes dessins, je sentais, je dis bah voilà, je prenais conscience que j'exprimais mon émotion à moi. Voilà ce que ça me fait moi. C'est plus partager ce qu'on vit intérieurement, comment on perçoit les choses Ouais. de notre point de vue, sans dire à l'autre que c'est de sa faute, que c'est lui, que toi tu as raison et que l'autre a tort. C'est vraiment partager comment on vit les choses à la personne pour qu'elle puisse avoir notre carte du Le monde, notre feedback. carte de lecture et éventuellement pouvoir mieux comprendre notre, notre accord ou désaccord, notre, notre vécu sur l'instant et y répondre. Et du coup, pour la suite de l'histoire, on n'a pas signé. Enfin, si, on avait signé, mais du coup, on n'a pas gardé cette maison dans laquelle. Enfin, il a compris que j'étais pas bien, ça m'allait pas. Et il n'y a pas eu de dispute, en fait. C'était simplement, moi, j'ai vécu mon truc, je vais partager que je me voyais pas vivre dans cette maison, que je savais pas comment j'allais faire, que c'était compliqué pour moi. Mais déjà, j'ai essayé de m'adapter au truc. Mais enfin, voilà, ça s'est résolu tout seul. Et du coup, il n'y a pas eu de conflit à partager ce que tu sens, ce que tu vivais intérieurement. Ça Ouais. a été compris par la Mm-mm. personne et du coup, la décision a été. De Ouais. lui-même, sans lui demander de faire quelque chose. Ça change tout. Hein. Est-ce que tu as d'autres outils à partager ou astuces? Mais des outils, j'en ai plein. Alors, j'avais sorti une fiche. Non, mais ça, j'en ai déjà parlé. Ah oui, alors dans la communication, un outil qui marche bien aussi, c'est l'accusé-réception. C'est-à-dire? C'est-à-dire, une personne donne un message et on va lui dire « Ok, j'ai bien entendu, tu me demandes » et répéter, parce que des fois, on croit comprendre, mais non. Donc, c'est lui dire « Voilà, j'entends bien ce que tu me demandes » et répéter. Répéter ce que pour être sûr de. Je fais tout le temps ça. On a compris, ouais. Moi, ça, je fais tout le temps et les personnes, des fois, elles croient que je ne comprends pas, hein, parce que je répète toujours ce qu'ils me disent pour être sûre d'avoir bien compris. Les gens, Oui, ils croient que je n'ai pas compris. ouais, mais ça évite, c'est vrai que certaines personnes Vérification trouvent ça un peu bizarre, mais en même temps, ça évite des tas de conflits, ça aide de enfin, malentendu. ça nous fait gagner du temps parce que des fois, il y a tellement de messages qui n'ont pas été bien compris. Mais bien reformuler, en fait, reformuler ce qu'on a, enfin, ce qu'on croit comprendre de ce qu'on nous partage et Alors, ouais, enfin, ça, c'est la reformulation. L'accusé-réception, c'est où c'est dire voilà, enfin, j'ai bien entendu ton message. Ok, d'accord, ouais. Donc, avec une reformulation, pas. Mais d'accord. ça, c'est surtout quand la personne répète souvent le truc, enfin, lui dire ok, je t'ai bien entendu. Je reçois ton message ou je reçois ton intention. Parce que des fois, on peut communiquer en dehors des mots, on peut entendre l'émotion de l'autre aussi, de lui dire bah voilà, je sens que tu es agacé ou ça peut être ça aussi. Ça, c'est dans l'écoute active, il y a ça aussi. Quand on aide une personne, justement, en thérapie, je pense que vous le faites aussi. Et ça aide la personne à se sentir écoutée. Donc, on ne va pas forcément reformuler ce qui est dit, mais on va reformuler ce qu'on croit percevoir, parce que des fois on se trompe, mais la personne va nous dire non, je ne suis pas agacée, en fait je suis juste triste. Et là la personne se sent entendue, ouais. D'accord. Bon outil. Est-ce que Donc tu as ça, c'est des petits outils aussi. Est-ce que tu as des choses à partager avant de clôturer l'interview? Alors, j'avais envie
J'ai pas retrouvé, j'avais envie de partager la parabole du Bouddha qui se fait insulter, mais je l'ai pas retrouvée. Donc, je peux le dire de mémoire. Donc, c'est Bouddha qui fait un prêche. Et puis, il y a... Enfin, un prêche. Bouddha qui parle. Et il y a une personne qui arrive, elle écoute le Bouddha et en fait... elle va le voir, elle l'insulte en disant « mais ce que tu dis, c'est inadmissible, c'est quand même scandaleux, tu dis n'importe quoi ». Enfin bref. Et le Bouddha, il écoute et puis il continue son chemin. La personne retourne dans son village et sur la route du retour, la personne commence à se dire « oh là là, mais j'ai marre de parler au Bouddha quand même, il a dit des trucs intéressants, je l'ai quand même insulté ». Puis plus ça allait, plus il était mal. Du coup, il décide de retourner voir le Bouddha pour s'excuser. Il voit le Bouddha qui était assis sous son arbre préféré où il prêchait. Le Bouddha était seul, donc il va le voir et il commence à s'excuser. Et le Bouddha l'arrête en disant « mais tu sais, quand quelqu'un te donne un cadeau dont tu n'as strictement rien à faire, quelque chose qui t'est pas utile, est-ce que tu prends le cadeau ?» Et la personne lui dit « bah non ». Il dit « bah tes insultes, c'est pareil, enfin, elles me sont pas utiles, donc je les ai pas prises ». Donc ça, c'est aussi ce que disait Jacques Salomé, enfin, on n'est pas obligé de tout recevoir non plus. Et poser le cadre, c'est ça aussi, c'est non mais je t'arrête là. On n'est pas obligé de tout entendre et tout recevoir. C'est poser ses limites. On peut dire stop, ouais. Et on a intérêt à dire stop. Ok, bah, je te remercie beaucoup, Véro. Merci Laetitia. Je t'en prie. Donc, sous l'interview, je partagerai donc le lien de la page Facebook et de la page Instagram du Clos Saint-Aignan, en tout cas qui s'appelle comme ça pour le moment, Okay. ainsi que également le site de Oumani, La Fondation de Corse, Oumani, oui. La Fondation de Corse, si les personnes veulent en savoir un peu plus sur la régulation des conflits. Bon, j'ai pas encore trop. Et, ainsi que des outils, ainsi que des liens vers Jacques Salomé et la personne, et le créateur de la communication non violente dont tu parlais. Marshall Rosenberg. Donc le livre, alors je ne l'ai pas ici, je l'ai prêté à ma voisine, mais le livre clé, enfin si on doit lire qu'un livre, c'est Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. D'accord, c'est noté. Je mettrai les liens vers tout ça et à les partager. Bon, merci beaucoup, Véro. Super, merci Letty.